Une entreprise technologique est à quelques heures d'un contrat de 40 millions de dollars lorsque tout s'est effondré. Son seul espoir, le fils de 12 ans d'un concierge. Jeudi, 15h17, Algorine Systems, une entreprise française en pleine ascension spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée, située au cœur de Paris, vibrait d'une tension qui tenait moins de l'excitation que de l'angoisse pure. Le plateau de crise au 7e étage, tout en parois vitrées et écrans muraux, était figé dans un silence glacial. Le tableau principal, qui affichait d'ordinaire en temps réel les performances réseau, les flux de données et les diagnostics internes, était noir, entièrement noir. Paul Darieux, le PDG, se tenait debout, immobile, devant l'écran éteint, la mâchoire contractée, un poing crispé le long du corps. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, sa voix étouffée par le cliquetis frénétique des claviers derrière lui. Assise à la console centrale, Aïcha Ben Ammar, la chef architecte système, tapait plus vite que la plupart des gens ne pensent. Une fine pellicule de sueur brillait sur son front. « Ce n'est pas qu'un problème d'affichage, » dit-elle, les yeux fixés sur son ordinateur. « On a perdu l'infrastructure interne, les bases de données, les couches de sécurité, même les sauvegardes miroirs. Plus rien ne répond. »« Ce n'est pas possible, » lâcha Paul. « Nos sauvegardes sont sur des grilles séparées. »« Elles l'étaient, » répondit Aïcha. « Mais quelqu'un a contourné les protections et tout a été écrasé. Une prise de contrôle en racine. Aucun journal d'événements. On est aveugle. » Paul passa une main dans ses cheveux. « Tu es en train de me dire qu'on n'a plus rien ?» La salle vibrait d'angoisse contenue. Les ingénieurs regroupés aux stations latérales chuchotaient, juraient, analysaient des logs clignotant en rouge. Un stagiaire fixait un écran figé comme s'il l'avait trahi. Ce n'était pas une simple panne. C'était une extinction totale. Et elle ne pouvait pas tomber plus mal. À 19h, Paul devait présenter le produit phare d'Algorine à un groupe d'investisseurs venus de Genève, des poids lourds du secteur. Les 40 millions qu'ils envisageaient d'investir permettraient de lancer 3 nouveaux pôles de développement et de verrouiller 2 concurrents directs. Un échec, et ce n'était pas seulement l'argent qu'ils perdaient. C'était la tête de Paul qui tomberait. À l'autre bout de la pièce, une voix grave retentit. « Je ne pense pas que cela vienne de l'extérieur. » Tous les regards se tournèrent vers Guillaume Popescu, chef de la cybersécurité, un génie d'origine roumaine, à la barbe de 3 jours permanente et une collection de canettes d'énergie sur son bureau. Ça sent l'interne. Le déclenchement vient d'un terminal reconnu. Celui qui a lancé ça pourrait encore être dans le bâtiment. « Une attaque interne ?» dit Aïcha, la gorge serrée. Guillaume acquiesça. Un silence glacial s'installa. L'idée que l'un d'eux ait pu saboter le système était une lame de givre plantée dans le cœur de chacun. Au 3e étage, dans un petit salon près des vestiaires du personnel, Adrien Morel était assis en tailleur à une table d'angle, concentré sur une vieille tablette. La lueur de l'écran dessinait les contours de son visage. Son expression était impénétrable. Adrien avait 12 ans, frêle, les manches de son sweat trop longues, les écouteurs enfoncés dans les oreilles. Il était absorbé par une simulation de codage. Il n'était pas censé être là. Il avait simplement accompagné son père, Malik, le concierge de l'équipe du soir, parce que le collège avait fermé plus tôt et que Malik ne voulait pas le laisser seul à la maison. Cela faisait des années que Malik nettoyait les bureaux d'Algorine, discret, invisible. Adrien, lui, aimait bien l'endroit. Ça sentait le détergent citronné et l'électricité. Il avait vu passer assez de vidéos de développeurs en train de coder pour apprendre par lui-même. Il avait téléchargé des outils open source, appris les bases et s'amusait à créer des systèmes rudimentaires. Il n'en parlait pas. Personne ne lui posait de questions. Dans ses écouteurs, un tutoriel expliquait comment désactiver une boucle récursive, localiser l'appel de base et définir une limite de pile. Adrien mit sur pause. Il pencha la tête, tira un vieux cahier de son sac, usé, couvert de schémas, de diagrammes de flux et de lignes de pseudocode griffonnés à la main. Au-dessus, la tension virait à l'agressivité. « Je jure que si on échoue, c'est fini pour nous », murmura Sophie, chef produit. Paul regarda autour de lui, les tempes martelées par la pression. « Combien de temps nous reste-t-il ?»« 3 heures et quelques, dit Aïcha.
Mais si la presse ou les réseaux s'en mêlent, les dégâts dépasseront largement la perte du contrat. Puis quelqu'un frappa à la cloison vitrée. C'était Malik. Debout, un balai dans la main, l'air hésitant. « Désolé de déranger, » dit-il. Paul se retourna lentement. « Mon fils, il pense qu'il a peut-être une idée de ce qui ne va pas. » Silence. Regards incrédules. « Votre fils ?» dit Aïcha. Malik hocha la tête. « Il a 12 ans, mais il a dit quelque chose à propos de boucles sans terminaison. J'ai rien compris, mais ça sonnait technique. » Aïcha se figea. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit que si une pile n'a pas de fin, elle tourne sur elle-même jusqu'à s'effondrer. Aïcha leva les mains du clavier. C'est terriblement exact. Paul fronça les sourcils. On est vraiment en train de discuter de confier notre système à un gamin? Je dis juste qu'il a soulevé quelque chose qu'on n'a pas vu, répondit Aïcha. Cette boucle récursive pourrait expliquer pourquoi chaque redémarrage aggrave la situation. Guillaume vérifiait déjà les journaux. Il a raison. Une boucle récursive est enfouie dans la séquence de redémarrage. Aucun seuil n'est défini. C'est une boucle qui s'autodétruit. Paul se tourna vers Malik. « Amenez-le. » Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Adrien en sortit, son carnet contre lui, ses manches lui tombant sur les mains. Ses baskets étaient râpées, son regard incertain, mais pas apeuré. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il doucement. Paul lui montra un terminal libre. Aïcha s'agenouilla près de lui. « Où as-tu appris ça ?»« Sur un moteur de jeu. J'avais fait une fonction de saut qui s'appelait elle-même trop souvent. Toute ma tablette a planté. J'ai mis des jours à réparer. » Il brancha sa tablette, tapa quelques lignes, ouvrit une fenêtre terminale. « C'est là, ligne 1941. Ça crée des instances sans refermer les précédentes. Une boucle sans sortie. » Guillaume pencha la tête. Il a encore raison. Adrien tourna une page de son carnet, montrant un diagramme. « Si vous limitez les appels à 5, ça devrait stopper l'emballement. » Paul grimaça. « On laisse un enfant réparer notre système. »« Il a déjà trouvé la faille, » rétorqua Aïcha. « Essayons. » Guillaume appliqua le correctif en direct. Une seconde de silence. Puis les écrans clignotèrent. Un, puis un autre. Les tableaux système, les boîtes mail, les sauvegardes. Aïcha poussa un soupir. « Ça revient. » Les applaudissements éclatèrent. Malik resta figé, le manche de son balai tremblant dans ses mains. Adrien débrancha sa tablette, rangea son carnet. « C'est fini ?»« Pas tout à fait, » dit Guillaume. « Nouvelle alerte. Syntaxe différente. Une deuxième vague. » Adrien s'approcha de l'écran. « Ça me dit quelque chose. Il détourne les autorisations admin. » Aïcha fronça les sourcils. « Encore juste. Il crée de faux utilisateurs avec des identifiants fantômes. On l'a même pas vu venir. »« On peut arrêter ça ?» demanda Paul. « Si on supprime le battement du trigger, » murmura Adrien. « Le quoi ?»« Le signal en arrière-plan qui vérifie l'accès. Si on le coupe, il ne saura pas quand attaquer. » Guillaume tapa. « Suppression lancée. » Un souffle. Puis l'alerte disparut. « On est propre, » murmura Aïcha. Paul fixa Adrien, son visage baigné par la lueur du terminal. Toute la pièce le regardait. « Où as-tu appris tout ça ?» demanda-t-il sidéré. Adrien haussa les épaules. « J'aime bien résoudre des problèmes. » Il n'y avait aucune prétention dans sa voix, juste une vérité tranquille, comme si reconstruire un système en ruine était une chose naturelle. Tandis que les autres paniquaient, Paul se tourna vers Malik. « S'il veut, je lui propose un mentorat, payé, encadré, accès à nos systèmes, formation, le vrai truc. » Malik cligna lentement. « Payé ? Oui, après les cours, le week-end s'il veut, un terminal à son nom, niveau de sécurité défini, supervision. Mais ce sera du vrai boulot. » Adrien regarda son père. Malik, les yeux brillants, resta silencieux. Adrien hocha la tête. « D'accord. » L'activité reprit. Les écrans bourdonnaient, les discussions s'animaient. Puis la voix d'Aïcha trancha à nouveau l'air. « J'ai trouvé l'accès qui a activé la fausse coquille admin, réactivée à 12h11, identifiant 764C. » Paul se pencha. « Il appartient à qui ?» Guillaume tapa. Un nom apparut. « Damien Lefebvre. » Murmure. « Damien ? Il est parti il y a 20 minutes. » « Bien sûr qu'il est parti, » grogna Guillaume. C'était le seul à remettre en question la présence d'Adrien. Paul se redressa lentement. « On ne dit rien. Pas tant qu'on n'a pas tout le dossier. Juridique. RH. Conseil d'administration. Pas de fuite. » Ce soir-là, alors que les bureaux se vidaient,
Adrien était toujours là, assis près d'Aïcha, devant un terminal secondaire. Un paquet de chips ouvert entre eux. « Tu veux m'aider à traquer les restes ?»« Oui. J'aime pas les trucs à moitié réparés. » Il traça 2 processus fantômes, débusqua un terminal qui simulait une inactivité. Là, identifiant réencodé, mal fait. C'est encore Damien. Même signature que la semaine dernière. Aïcha le fixa. « Tu nous as sauvés. »« Je voulais pas que vous perdiez tout, » dit-il. « Vous avez trop travaillé pour ça. » Sa voix portait une sincérité qui n'avait rien d'enfantin. Le lendemain, les rumeurs couraient, partout dans les étages d'Algorine. Un enfant, le fils du concierge, avait sauvé l'entreprise. Il n'avait pas colmaté, il avait résolu. Certains parlaient de génie, d'autres de coup monté. Mais ceux qui l'avaient vu savaient. Les logs parlaient pour lui. À 10 heures, les premiers médias contactaient le service com. À midi, Paul emmena Adrien dans son bureau vitré. « On a des demandes d'interview. » Adrien hésita. « Je suis obligé ? Non. Mais si tu veux parler, ce sera selon tes règles. » Adrien réfléchit. « Alors seulement si ça aide un autre comme moi à croire qu'il a le droit d'essayer. » L'interview passa 2 jours plus tard. Plateau sobre. Adrien, les manches sur les mains. Un ordinateur à côté de lui. Il parlait calmement. « J'aime les énigmes. Je voulais juste aider. Je pensais pas que j'en avais le droit. » Partout en France, des enfants, des parents, des enseignants écoutèrent. Ils ne virent pas un hasard. Ils virent un espoir qu'on avait toujours ignoré. Au fond du studio, Malik regardait, immobile, silencieux. Mais la fierté sculptait chaque ligne de son visage. Il ne parlait pas, ne bougeait presque pas, mais son regard racontait ce que les mots n'auraient jamais su dire. Il voyait au-delà des écrans, au-delà des lignes de code et des visages incrédules. Il voyait son fils, ce petit garçon qui passait des heures à griffonner des symboles étranges dans un vieux cahier, qui démontait des réveils pour comprendre comment les aiguilles bougeaient, qui posait 1000 questions auxquelles il n'avait pas toujours les réponses. Ce garçon-là venait de faire ce qu'aucun ingénieur dans la pièce n'avait su faire. Il n'avait pas levé la voix, n'avait pas cherché la lumière. Il avait juste vu un problème et l'avait résolu. Autour de lui, les écrans reprenaient vie. Les flux de données réapparaissaient, les chiffres dansaient, les interfaces se reconstruisaient ligne après ligne. Des soupirs de soulagement, des exclamations à voix basse, des tapes dans le dos. Mais Malik n'entendait rien de tout cela. Il restait figé, comme si le moindre mouvement pouvait dissiper ce moment suspendu, cet instant où le monde venait d'entendre, enfin, ce que lui savait depuis toujours. Son fils était exceptionnel. À l'extérieur, Paris continuait. Les klaxons résonnaient sur le boulevard Haussmann. Les passants pressaient le pas sous les nuages menaçants. Les vitrines reflétaient un quotidien qui n'avait pas encore compris qu'il venait de changer. Mais chez Algorine, dans cette pièce encore imprégnée de tension et d'éclats d'incrédulité, quelque chose avait bougé. Une frontière invisible s'était déplacée. L'espace d'un instant, le pouvoir n'appartenait plus au titre, au diplôme ou aux anciens exploits. Il venait de se déposer aux pieds d'un garçon de 12 ans, avec ses baskets un peu usées et son regard tranquille. Un garçon silencieux avait tout transformé. Et il ne faisait que commencer.